Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, légèrement en retard, mais nous sommes bien au rendez-vous. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir entre-temps, je souhaite la bienvenue à nos invités. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled. Vous avez trop parlé, j'espère que vous avez encore de l'énergie. J'espère que vous avez de l'énergie pour le reste du CPP. Karim Kebir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Hassan Khadi, bonsoir. En panne d'énergie, Hassan Khadi. Oui, merci aussi de nous rejoindre. Alors, c'est la tradition, elle n'a pas changé. On commence toujours par l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Hassan, parce qu'on sait que vous l'avez. Alors, quelle image vous a marqué cette semaine? J'ai appris que Twitter a lancé une procédure judiciaire contre Elon Musk qui refuse d'honorer son contrat de l'acheter. Je suis très attaché pas autant que toi, Khaled, mais très attaché à ce réseau social. C'est le seul que j'utilise réellement. Et en fait, ça m'a permis de me rappeler à quel niveau se jouait la transaction du rachat complet de Twitter. 44 milliards de dollars. Voilà, c'est énorme. Et donc, s'il ne va pas au bout, il devra payer 1 milliard d'indemnités au conseil d'administration de Twitter. Donc, il a vraiment intérêt à aller au bout de la procédure. Et beaucoup d'organisations ont fait part de leur inquiétude face à ce rachat. Une des raisons pour lesquelles il a invoqué pour ne pas aller au bout de son achat, c'est qu'il aurait découvert qu'il y aurait beaucoup de faux comptes, plus que ce qui avait été déclaré. Mais bon, les spécialistes disent que c'est un argument bidon, que c'est pas, on ne renonce pas au rachat, parce que tous les réseaux sociaux ont des faux comptes et c'est difficile d'identifier le volume de faux comptes qu'il y a sur tel ou tel réseau social. Hassan Mouali, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est une statistique, ou là, je ne sais pas, une réalité, appelons-la comme ça. Vous vous souvenez de la fameuse Augusta en Italie, qu'on a racheté en Sicile, qu'on a racheté, l'Algérie a racheté, enfin Sonatrach, l'ancien PDG de Sonatrach aujourd'hui en prison, Ould Qaddour. On a dit que c'était de la quincaillerie. Je me souviens quelqu'un qui est passé ministre après, qui passait son temps à dire que c'était de la quincaillerie. J'ai lu sur un journal étranger qu'elle a engrangé 800 millions de dollars de bénéfices. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne affaire? Je me pose la question. On nous a bassiné sur cette mauvaise acquisition économiquement. Et finalement, il s'avère apparemment que c'est une bonne affaire, plutôt une bonne affaire. Donc, je me pose la question. Et ça montre que Radio M recrute mal ses chroniqueurs. Ah oui, c'est ça. Je ne te le ferai pas dire. Il n'a pas dit que c'était sur Radio M. Il n'a pas cité en tout cas. Entre autres, si. Karim Kebir, avez-vous trouvé une image? Oui, je l'ai trouvé finalement. Enfin. Après avoir beaucoup réfléchi. En fait, c'est devant la grande mosquée, donc c'était à l'occasion de la parade du 5 juillet. J'ai constaté qu'ils ont beaucoup focalisé sur l'image de l'émir Abdelkader. Je suis personnellement de ceux qui pensent que c'est pas gratuit. Connaissant toute la polémique qui est née autour du personnage ces dernières années, notamment après la sortie du fils du colonel Amiroche et puis après la sortie de Macron concernant un peu l'histoire, la naissance de la nation algérienne. Donc je pense qu'ils ont beaucoup zoomé sur ça. C'est un peu le message qui est véhiculé. Moi, je n'ai pas remarqué une focalisation. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait... Même hier à Cherchel, il était en gros plan, en tout cas, celle de l'émir Abdelkader. Aux côtés d'autres chouhada aussi. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des portraits de chouhada qui ont été placés partout dans les rues d'Alger. Des chouhada. Il y a même Fatma Soumar qui était pratiquement oubliée. Et cela nous ramène évidemment aux festivités, un peu l'événement de la semaine, c'était évidemment les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance. Vous étiez à Oran pour une autre festivité à Seine, c'était les Jeux méditerranéens. Ça a été fêté un peu en grande pompe. Beaucoup de médias internationaux en ont parlé, en particulier le défilé militaire donc du 5 juillet 2022, ici à Alger. Est-ce que vous pensez qu'on méritait d'avoir ces festivités de cette ampleur, ou est-ce que c'était trop, ou est-ce que c'était vraiment mérité vu que c'est le 60e anniversaire de l'indépendance? Yassine. Mériter, la question est de savoir si... moi, en règle générale, tout ce qui rappelle d'où on est venu, je ne suis pas contre. Parce que bon, j'entends des jeunes des fois parler, envisager même que peut-être parfois, ça existe. C'est arrivé. Et donc tout ce qui peut rappeler d'où on vient, évidemment, c'est bien accepté. Le 5 juillet, habituellement, c'est une fête populaire, c'est la fête de la jeunesse. On peut déplorer que les autres factions de la société n'aient pas été conviées, mobilisées pour cet événement.
Les défilés militaires, d'habitude, de mon temps, entre guillemets, c'était le 1er novembre. Les derniers qui étaient faits, c'était le 1er novembre. Parce que le 1er novembre, c'était un acte fondateur de lutte armée. Et donc, c'est le moment où on montre le déploiement militaire. Et ça se faisait à l'époque. C'était encore un événement populaire parce qu'on y a intégré des franges de la société civile, des syndicats, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ce grand rendez-vous, c'est resté quand même quelque chose de festif. Bon, je pense que les Algériens étaient contents de célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance. Ça rappelle qu'aujourd'hui, on a grandi, on est mûr pour d'autres aventures que celle d'avoir cet aéropage qui continue de diriger l'Algérie en essayant de tirer profit de cet événement de la libération. Donc voilà, donc le volet militaire, il a fonctionné parce que c'est ce qui fonctionne dans ce pays, plus ou moins. Voilà. Le volet politique, bon, voilà, il n'a pas été là. Donc je parle d'un succès relatif sur le plan diplomatique et d'un grand néant, un grand désert politique. Et vous parlez d'un succès diplomatique? Relatif, oui, bien sûr, évidemment. Quand on ramène les deux branches, quand on ramène devant le défilé les deux branches de Palestiniens. Au début, il y a eu plusieurs photos faites avec Mahmoud Abbas et Ismaël Haniyeh. Oui, c'est pas une photo qui peut être considérée comme un succès diplomatique. Oui, de ce point de vue-là. Oui. On peut aussi considérer que le fait d'avoir mis Brahim Ghali dans la tribune avec des Khalidji qui ont installé des consuls à Dakhla, dans les territoires occupés, c'est, on va dire, aussi un petit succès diplomatique. Je l'appelle petit et relatif. Voilà. Enfin, moi, je pense essentiellement que cette fête, justement, moi j'étais très jeune, mais je me rappelle que les fêtes étaient populaires, réellement populaires. Là, cette fois-ci, Elle n'était pas assez populaire pour vous, cette fête? Pour moi, je considère qu'elle n'était pas assez populaire. En tout cas, elle n'est pas spontanée comme auparavant. Puisque, si vous vous rappelez, même les 1er mai étaient fêtés par les travailleurs à travers des marches, à travers tout le territoire national. C'était vraiment populaire, c'est-à-dire la fête appartient à tout le monde. Là, c'était beaucoup plus pour moi une fête que le régime voulait lui-même, parce qu'il avait l'intention d'envoyer des messages, que ce soit pour l'étranger, notamment dans le contexte de tension avec le Maroc. Donc c'est un peu dans la poursuite de la logique de montrer un peu à sa puissance. Et puis, au plan interne, c'est aussi une façon de dire qu'il y a cette cohésion avec la population autour de son armée. Donc c'est beaucoup plus tout ça qui, de mon point de vue, a motivé cette démonstration de force. Hassan Mouali. Pardon, comme tout Algérien, bien sûr qu'un 60e anniversaire de l'indépendance, ça se fête. On est content, c'est notre pays. Mais comme Hassan, c'est vrai qu'un 5 juillet, il ne cadre pas avec les chars, les missiles et tout ça. Moi, j'aurais vu la célébration autrement. J'aurais aimé voir les Algériens contents, imaginer d'autres représentations populaires, la jeunesse, dans la rue et tout ça. On va festoyer dans toutes les villes d'Algérie, ça aurait été mieux. Mais bon, personnellement, j'aime pas trop voir les chars comme ça dans la rue un 5 juillet. Un 1er novembre, ça aurait passé normalement, mais un 5 juillet, c'est vraiment le symbole de l'indépendance. Donc je sais pas moi, il faut qu'on voit des symboles de la gaieté, du bonheur, de la fête et tout ça. J'ai pas l'impression qu'on a vu tout ça. Et puis bon, malheureusement, on doit retenir quand même une semaine du bouclage d'Alger. Ça aussi, ça a pesé un peu sur le moral des gens. La capitale a été fermée pendant une semaine. Donc, on aurait voulu que les gens apprécient le moment, qu'on ne se serait pas pris autrement. Ça laisse un goût d'inachevé. Et puis, bon, par rapport aux festivités elles-mêmes au niveau d'Alger, ça sonne un petit peu malheureusement le déjà-vu. Moi, je me souviens quand même les dernières manœuvres, enfin, on n'appelle pas ça les manœuvres militaires, de célébrations comme ça militaires, ça remonte en 1984. Moi, je me souviens très très bien. Bon, on a vu à peu près la même chose. Voilà, il n'y a pas le défilé des différentes factions de l'armée.
C'était le 1er novembre, pas le 5 juillet. Non, je parle encore une fois. C'était le 30e anniversaire du J'ai début de la j'ai Révolution. commencé par dire que ces festivités, telles qu'elles ont été organisées, il y a mal donne. Normalement, on ne vend pas au 5 juillet. Mais le festival lui-même, enfin, ce qu'on a vu, on a déjà vu. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays au monde qui font ce genre de représentation militaire. Il y a un mois de ça, je crois que c'est la Russie, demain, c'est la France. la Corée du Nord. La France. Le 14 juillet, oui, mais pas beaucoup quand même. On ne voit pas de chars, par exemple. Si, c'est Pas un beaucoup, grand défi pas militaire. beaucoup. Si, il y a des chars sur les champs. Oui. Bon, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Alors, la question qui se pose quand on parle de ce défilé militaire, beaucoup d'experts disent que c'était en même temps la commémoration, mais aussi une réponse à donner au Maroc ou à d'autres pays. J'allais en venir justement, la motivation. À quoi s'ajoute le défilé d'hier, 12 juillet, à l'Académie militaire de Cherchel à l'occasion d'une sortie de promotion. Donc il y a eu deux défilés en une semaine. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de répondre au Maroc avec lequel nous sommes en rupture de relations? C'est ce que j'allais dire justement. Il y avait une dimension nettement militaire sur l'événement. C'est-à-dire que la primauté du militaire pas sur le politique, sur le festif tout simplement. Il y avait des messages, il y avait le pouvoir. Le pouvoir a senti qu'il fallait envoyer des messages avec toute cette tension qu'il y a avec le Maroc et tout ça. Je ne dirais pas une démonstration de force, mais ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Donc du coup, on a versé dans le discours hadak presque offensif. On est là, nous l'Algérie, nous avons une grande armée et tout ça. D'ailleurs, même le commentateur, si vous vous souvenez très bien, le commentateur de la télévision, celui qui commentait les images, il était vraiment limite. À un moment donné, faites gaffe, ne nous cherchez pas, nous les Algériens, nous avons... Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, d'accord. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on célèbre, surtout qu'on a vécu Hirak, la répression et tout ça, des gens qui sont en prison, j'aurais aimé qu'on célèbre le 5 juillet, le 60e anniversaire, comme ça a été annoncé, l'Mcheml, entre guillemets, libérer les détenus et tout ça, des initiatives présidentielles comme ça qui vont faire plaisir, et tout le monde va se dire, mettons nos différences laissons nos différences au vestiaire et tout ça, essayons quand même de vivre en communion ce grand moment de la vie nationale. Est-ce que vous êtes du même avis, Karim? Est-ce que c'est beaucoup plus un défilé en réponse, le défilé des messages qu'on veut envoyer? Moi, je suis convaincu, en tout cas parce qu'ils vivent de toutes les façons, c'est un régime qui la présence du président sahraoui à la tribune présidentielle. Absolument. Et c'est un régime qui a été beaucoup fragilisé par le Hirak, ça c'est une certitude. Après, on a vu les développements qu'il y a eu au niveau régional avec les crises successives diplomatiques, que ce soit avec le Maroc, avec l'Espagne, avec la France. Et puis même à un moment donné, ça a failli avec la Tunisie, lorsque Tebboune s'est exprimé depuis l'Italie sur la situation en Tunisie. Donc pratiquement, on a ouvert des crises avec tous les pays de l'entourage, mais particulièrement avec le Maroc. On a vu comment ça s'est exacerbé avec le rapprochement du Maroc avec l'Israël. Donc je suis de ceux qui pensent que cette démonstration de force est destinée essentiellement pour le Maroc, pour montrer que, encore une fois, comme il l'a dit, Tebboune l'a toujours répété, c'est-à-dire c'est un peu exhiber leur biceps. Mais en même temps, vis-à-vis, c'est aussi tenter de créer une forme comment dire, essayer de susciter un début, du moins, de rétablissement de la confiance. Parce qu'ils ont ce problème. Ils ont aujourd'hui le problème, c'est qu'ils n'ont plus de confiance avec la population. Donc je pense que c'est à travers cette démonstration qu'ils essayent, d'une part, comme je l'ai dit, d'envoyer des messages pour l'étranger, et de l'autre côté, au niveau interne, dans l'espoir d'essayer de susciter cette adhésion autour de l'armée populaire. Une réponse à ce sujet Moi, je reprends pour les arguments qui ont été évoqués, mais je les inverse. Moi, je pense que la grille de lecture première, c'est pas le Maroc, c'est le Hirak. C'est-à-dire le problème fondamental du régime algérien, c'est de restaurer une primauté autoritaire, sécuritaire sur le peuple algérien qui a tenté de s'en débarrasser. Ça, c'est un traumatisme essentiel qui, en fait, guide tous les pas de ce que fait le régime. Et l'exacerbation de la tension avec le Maroc vient s'inscrire là-dedans. Parce que, effectivement, le Maroc
en se rapprochant avec Israël, en provoquant la Scalada Gergarat, Bir Lahlou, etc. C'était une opportunité pour une fenêtre de tir. Mais ça rentre dans une matrice qui est comment rétablir. Et il y a quelqu'un ici, dans le plateau de Lina Abou, il y a 15 jours, je crois, qu'il a dit, juste après, il a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est Risala, le Jish, قال الشعب الجزائري عسكرية ماشي مدنية. C'est ça le message principal que je retiens, moi. Parce que, en dehors du défilé militaire, le message qui arrive, c'est qu'il ne se passe absolument rien du tout par ailleurs. Il ne se passe absolument rien du tout. Nous n'avons qu'une armée et nous sommes en danger de l'en faire. Mais l'enjeu, c'est de restaurer cette autorité. Non pas la confiance. Non pas la confiance. La confiance, ça se construit autrement. C'est restaurer la peur. Ça s'est fait avec les arrestations, ça continue de se faire, etc. Mais ça se fait aussi avec cela. Vous faites un lien entre un défilé militaire et la restauration de la peur. Ça veut dire qu'on a un régime fort qui n'est pas prêt de bouger, ça ne sert à rien d'essayer de le contester. De le contester. Ça ne sert à rien de le contester, il est puissant. Et il est puissant comment? Il est puissant militairement. Mais vous pensez à ça qu'il a besoin de montrer sa force vis-à-vis du peuple algérien? Symboliquement, ça, bien sûr, ça marche. Il y a des défilés militaires aussi dans des pays démocratiques. Est-ce que c'est avec le même argument qu'on le fait ou est-ce qu'avec un argument différent? Y compris dans les pays démocratiques, ça doit fonctionner aussi comme ça. J'entends les arguments il y a Boris Johnson qui on va changer les arguments des 8 candidats pour le remplacer à la tête des Tories en Grande-Bretagne. Il y en a beaucoup qui disent, moi je protège la société anglaise, le peuple anglais, et Marine Le Pen c'est toute sa campagne, etc. La dimension sécuritaire, la dimension protéger la population, elle existe dans les discours politiques, notamment ceux de la droite et de l'extrême droite. Donc oui, même dans les pays démocratiques, pour répondre à ta question. Évidemment, ce 5 juillet, nous, on s'attendait aussi à des mesures de libération parce que la fête du 5 juillet est toujours propice à des grâces présidentielles. Il y a eu un décret présidentiel qui était très attendu, où il parle de la libération d'environ 15 000 détenus de droit commun, parmi eux des condamnés à mort, des personnes condamnées à la prison à vie qui n'avaient pas bénéficié de cela depuis des dizaines et des dizaines d'années. Par contre, sur le volet du Hirak et des détenus politiques, dans le décret du président de la République, on voit qu'il dit donner des recommandations pour qu'ils soient libérés. Il y a une grande déception depuis cette date-là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes libérées, peut-être moins de 10 d'après les informations que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des libérations qui vont être, c'est-à-dire planifiées sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose? Moi, je reviens au jour où ce fameux décret a été, je me souviens, on était en CPP ici. Tout le monde a dit que le 5 juillet, ça va être la communion nationale. Ils vont libérer tout le monde. Il y en a même qui ont dit que tous les détenus allaient être beaucoup libérés. De gens pensaient ça, ouais. Très personnellement, l'expérience nous a appris qu'on ne peut pas jouer avec ce pouvoir. On ne peut pas le suivre. J'ai dit que ça risque d'être un effet d'annonce. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est presque 10 jours après le 5 juillet. Moi, personnellement, je ne connais personne qui est sorti de prison, parmi ceux qui sont les plus connus et tout aucun. Ça. Parmi les connus, aucun. Ça, alors, parler de main tendue, parce que la défense parle de main tendue et le président parle de l'emchem, je ne vois pas où est ce l'emchem. Qui sont ces gens-là qu'on a libérés? À part les gens du droit commun, ok, d'accord. Mais l'emchem, c'est avec les gens qui sont en prison pour des considérations politiques par rapport à leurs déclarations et tout. Mais on voit rien. Il n'y a pas de libération, tout simplement. Maintenant, si on doit attendre quelques jours, alors ne nous parlez pas du 5 juillet. Alors, le 5 juillet, nous avons raté l'occasion symbolique de sceller des retrouvailles, on va l'appeler comme ça, entre Algériens. 5 juillet, mais le 5 juillet quand même, c'est le 60e anniversaire. Le 60e anniversaire, moi j'aurais vu le 60e anniversaire, le 5 juillet, comme ça. Parmi les festivités, la sortie. La sortie, c'est comme l'indépendance de 62, on va sortir tous les Algériens qui étaient en prison. Ça aurait été un bon démarrage, on aurait pu embrayer sur quelque chose de vertueux avec le président de Bourkhal. Voilà, à partir de maintenant, on peut baliser le chemin vers plus de démocratie, ouvrir la société, permettre aux partis politiques, aux médias d'exercer convenablement leur travail. Malheureusement, personnellement, je suis très choqué de voir que personne n'est sorti de prison finalement. Enfin, aussi peu. Pas à ma connaissance, du moins. Donc, c'est la grande question. Qu'est-ce qui s'est passé? Khaled, tu viens de dire que le président Tebboune a dit sur recommandation. Donc, il recommande Bark. Il y a d'autres partis qui vont décider. Et peut-être que la justice, peut-être aussi.
la justice, ou là, en tous les cas, cette djihad, en tous les cas, ont décidé que niet apparemment. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour le pays. Donc, moi, je te dirais que quand il y a ce qu'on appelle le mur interne, quand il y a une cohésion interne, je n'ai pas besoin de bomber le torse devant le Maroc ou la X ou la France ou là. Il n'y a pas de problème. Si on est d'accord entre nous, Algériens, pouvoir, opposition et tout, on est un pays. C'est ça le dialogue. Voilà, c'est le vrai. Qui est donné par les autorités, c'est renforcer le front interne pour pouvoir affronter les dangers extérieurs. Mais est-ce que le front interne est assez renforcé mais quand tu je vais sauter du coq à l'âne. Quand tu tues un journal comme Liberté, un journal comme L'Ouatan, comment, avec qui, avec quel canot, par exemple, tu vas lutter contre une propagande marzénienne ou je sais pas quoi. Par exemple, je cite un exemple des médias où c'est notre métier, le journalisme. Même les partis politiques, quand tu bousilles tous les partis politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti crédible qui produit des idées, qui produit du sens et tout ça, tu casses tout le monde. On ne parle pas dans le JT de 20h et tout ça, comme s'il n'existait pas. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, le pouvoir, il produit une espèce de soliloque, il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Et ça, ce n'est pas, comment dirais-je, ça n'augure rien de bon. Parce que si on a des menaces externes, on risque d'être seul, livré à lui-même. Le pouvoir est livré à lui-même. Ils ne seront pas contre, peut-être, ils pensent, en exhibant la force, l'armée et tout ça, il va convaincre les gens. Non, donc à un moment donné, il faut dire, voilà, il faut régler les problèmes, il faut libérer les gens, voilà, parce que c'est le président et ceux qui gouvernent, bien sûr, des différents centres du pouvoir, qui ont la clé de la solution de cette crise, parce qu'il y a une crise, véritablement, il y a une crise. Et s'ils ne la règlent pas, ils en portent la responsabilité. Karim Kébé, une déception où on peut s'attendre. On avait dit le 5 juillet que les libérations pouvaient intervenir le jour de l'Aïd. Il n'y a rien eu le jour de l'Aïd. Est-ce qu'on peut s'attendre à des délibérations qui peuvent s'étaler? On a déjà eu à parler de cette date symbolique. Mais à chaque fois, on annonce. On l'avait même annoncé avant pour le mois de Ramadan. 22 février. À chaque fois, exactement, l'anniversaire du 22 février. Oui. En fait, moi, j'ai l'impression que le Hirak continue à hanter, en tout cas, les décideurs. C'est-à-dire, même cette question des détenus, elle ne fait pas encore consensus au sein de tous les décideurs, parce qu'ils sont piégés par leur propre logique, qui est celle de l'article 87 bis, où ils accusent énormément de monde de terroristes. Donc, comme ils sont... Hein? Non, mais parce que vous faites partie de donc vous êtes un... Non, mais je suis concerné par le 87. Ils sont piégés par cet article. Donc, comment en sortir aujourd'hui? D'autant qu'ils ont été critiqués par l'ONU. Et bientôt, il y aura des experts qui vont venir en septembre. Donc, je pense qu'ils sont en train de chercher un artifice ou quelque chose, comment sortir déjà de ce piège de l'article 87. Et je crois que c'est dans ce sens qu'ils ont annoncé le décret d'élaborer une loi qui va accompagner ou qui vient. Exactement. C'est un peu pour mettre tout le monde dans le même panier et essayer de sortir de cette logique. C'est pour ça que ça tarde. Donc je pense que c'est beaucoup plus un problème qui ne fait pas encore consensus au sein du régime. Alors, ce qui est curieux, on va vous poser la question à vous et Hassan, c'est sur la question de la rahma qui était dans ce décret présidentiel. Est-ce que ça veut dire qu'une grâce ou des mesures peuvent toucher aussi les autres détenus dont on évoque souvent les cas, ceux des années 90? Je pense que c'est en cours. C'est un dossier sur lequel il y a consensus. Le vrai dossier sur lequel il n'y a pas consensus, c'est celui de maintenant, du Hirak. C'est-à-dire des figures qui sont capables, qui ont incarné un certain militantisme, une certaine manière de porter les revendications du mouvement populaire et qu'on ne veut pas remettre en liberté. Je pense par exemple à Rachid Nqaz. Rachid Nqaz, il est revenu, il était avec nous il n'y a pas longtemps encore ici, il est revenu en prison. Voilà, et aussi des figures. Nabil Millah, évidemment, je l'ai cité au dernier CPP ici, mais des figures qui n'ont pas à être en prison. Il y en a plein, je vais juste citer quelqu'un qui était candidat à la présidentielle, Ali Erdili. Pourquoi voilà, Ali Erdili. Donc c'est autour de cela qu'il y a un problème.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème sur ceux qui sont prisonniers depuis les années 90, aujourd'hui, ils sortiraient. Tous les Algériens, on les a Voilà, complètement oubliés. on les a oubliés. 25 ans, 30 ans, voilà. on pensait qu'il y avait pas... Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un scénario. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode d'échange entre Abdelkader Ben Saleh, Allah yarhamou wa yus'a alayh, ala kulli hal, et Gaël Saleh, Allah yarhamou wa yus'a alayh, puisqu'on l'a dit pour Ben Saleh, quand il demande des mesures d'apaisement, il dit il va y avoir, il ne demande pas, il est supposé être président, et l'autre lui répond en disant il n'y a pas de ça. Au moment de l'intronisation de Karim Younes, de cette commission, il y avait notre ami Almas qui était à la présidence à ce moment-là, qui a quitté juste après. Si je ne le dis pas, il va m'en vouloir. Et donc, là, on a eu un scénario public de comment ça fonctionne. En fait, moi, j'ai le sentiment que cette histoire, tout ce qui a suivi après, c'est le même scénario, mais qui s'est passé en coulisses. Absolument. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, mais quelque chose de très limité, hein, et qui n'a pas pu le faire parce qu'on l'a coincé. Et qui nous laisse penser que ça devient moins fluide. En janvier 2020, quand Tebboune est arrivé, il y a eu la première vague de libération, 76 détenus. En Ramadan, il y a eu une deuxième vague. Il y a eu Belharbi et Karim Tabou en juillet 2020. En février, le 19 2021, il y a eu une autre vague de libération dont a bénéficié notamment Khaled Rani. Donc, à ces moments-là, c'était la présidence qui décidait. C'est-à-dire on sentait qu'il y avait déjà eu un accord et c'était la présidence qui décidait. D'ailleurs, on protestait légitimement sur la façon dont ça se passait, parce que ça passait par-dessus l'appareil de la justice, c'était pas convenable. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour respecter les formes, mais on sent bien que c'est parce qu'il y a un problème, et le problème, une autre partie du problème, de ce que j'ai entendu dire, à travers les discussions qu'il y a eu, les délégations qui sont passées à la présidence, etc., il y a eu la tentative d'insérer dans cette rahma large, etc., des éléments de ce qu'on appelle la SABA, pour réduire des peines ou libérer ceux qui ne leur restent pas beaucoup. Et sur ce point-là, c'est Tebboune qui a bloqué. Parce qu'évidemment, Tebboune, c'est son seul fonds de commerce. Pour faire face à la population, moi, je maintiens en prison ceux qui ont représenté les années Bouteflika. Voilà. Et donc, il aurait même dit à un de ses hôtes qu'il a reçu, vous vous attendez quand même pas de moi que je libère, il a cité directement Ahmed Yahya. Donc, voilà. Et donc, divergence sur le périmètre de cette amnistie, et on va rester dans ce mais il n'y a pas de projet derrière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une volonté forte, et donc on est en train de passer à côté de quelque chose enfin, on espérait avoir au moins l'apaisement. Moi, franchement, hein, j'avais peur qu'on libère tout le monde, sauf mon ami Nabil. J'ai lancé un appel ici pour dire, j'espère qu'on va le considérer pour ce qu'il est, un détenu d'opinion, et qu'il ne va pas passer par perte et profit. Finalement, quasiment personne n'a été libéré. Mais Nabil Menah, il faut préciser qu'il n'a même pas encore été jugé et qu'aucune date de procès, si je me trompe, n'a encore été fixée pour l'instruction aussi. Vous avez bien sûr parlé de l'affaire El Watan qui nous tient à cœur à tous, même à ceux qui ne sont pas journalistes, parce qu'il s'agit quand même d'un journal et d'une presse qui informe, avec tous ses défauts, mais qui continue d'informer. Et ça nous touche davantage parce que ça intervient quelques mois après la disparition d'un autre fleuron de la presse écrite, Liberté. La question que tout le monde peut se poser, est-ce que El Watan peut disparaître comme liberté? Hassan, je vous pose la question parce que vous avez travaillé des années à El Watan. Bah, écoute, Après Liberté d'ailleurs. Après Liberté. Après Liberté, ouais. Je les ai enterrés tous les deux. Les journaux où il a travaillé, Hassan, ils sont en train de disparaître. Même le temps d'Algérie, le dernier, le temps d'Algérie a disparu. Bah, la tribune pour moi, Algérie News aussi. Donc, maintenant, c'est moi qui ai disparu de la presse, donc c'était une bonne idée. Oui, j'y crois, franchement. La disparition de Watan, oui, c'est très possible. Maintenant, depuis que Liberté est mort, franchement, parce que c'est vraiment le dernier journal que je pensais pouvoir disparaître. Il appartient à un homme d'affaires quand même qui a assez de cash flow. C'est pas, même si le journal ne se vendait pas très bien ou là il n'avait pas de pub, mais il est adossé quand même au groupe Civital. Donc, et Hagdak, par quelle gymnastique ils ont décidé de dégorger Liberté, franchement, c'est un crime. C'est un crime. Le Watan, la situation de Watan, elle est encore pire, la situation, parce que financièrement, il ne va pas bien, le Watan, depuis les... Enfin, moi, j'ai quitté le Watan en 2015. À l'époque, déjà, c'était... Bon, ils assuraient les salaires et tout ça, mais commençait
la descente aux enfers. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup de copains là-bas, je leur pose la question, c'est terrible, là, c'est terrible ce qu'ils vivent à l'Ouatan. Moi, je sais que depuis pratiquement le mois de décembre, novembre, décembre, non, depuis juillet de l'année dernière, il y avait toujours au moins une semaine, 10 jours de retard le salaire. Parce qu'ils n'ont pas de pub, la pub ANEP, la pub privée, Mekashtanit, parce que l'économie, la pandémie, le coronavirus, il y avait pas, économiquement, ça ne marche pas aussi. Et après, bon, l'Ouatan, on peut parler. L'Ouatan, c'est le seul avantage, si tu veux, qui est maintenant devenu un inconvénient, c'est que c'est un journal qui appartient aux journalistes qui l'ont créé. Enfin, malheureusement, on va le dire comme ça, les associés de l'Ouatan sont devenus des riches. Ils sont riches, mais les journalistes de l'Ouatan sont pauvres tout simplement. Les actionnaires, ils sont 18 ou 20 et tout ça. Ils ont gagné beaucoup d'argent, surtout du temps des dinars des opérateurs de téléphonie mobile et des concessionnaires automobiles. Ils ont amassé un argent fou. Hein. Je me souviens, Omar Belouchet, quand j'étais là-bas, il m'a dit un jour, Hassan, on a bouffé l'argent, il me l'a dit à moi, je peux le dire, c'est un témoignage. Donc ils ont gagné beaucoup d'argent. Il faut dire, malheureusement, de l'autre côté, les journalistes n'ont pas gagné. Les journalistes, je connais la situation des journalistes sur l'Ouatan, je connais les salaires des journalistes sur l'Ouatan, ce n'est pas terrible par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est des gens qui se sont sacrifiés. Je connais des gens qui sont là-bas depuis 28 ans, 30 ans même. Selimat El-Msani Zineb, notre ami Zineb, elle est là depuis 30 ans. D'accord? Et les autres, 20, 22, 24 ans, 25 ans, ils ont donné leur sang à ce journal. Et qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ils gagnent un communiqué de la direction disant qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de... Mais de c'est qu'ils ont peut-être des solutions. Ils ont une tour de 12 étages, la tour Hadia. Elle va vous rapporter 200 milliards, payer des salaires, payer... Je ne sais pas, il faut trouver des solutions. Ne laissez pas l'Ouatan mourir. Vous n'avez pas le droit de le tuer, parce que l'Ouatan n'appartient pas à ses associés. OK. Légalement, c'est leur journal, c'est leur sharika et tout, mais le titre lui-même, le titre appartient à tous les Algériens. C'est une institution, Ouatan. C'est comme un peu Radio M maintenant, elle dépasse le Qadi Hassan ou Laïc. D'accord. Donc, normalement, c'est comme ça qu'ils doivent réfléchir. Qu'il y a une solution, aussi petite soit-elle, il faut la tenter. Il faut la tenter pour le sauver. Hier, j'ai discuté avec l'un des responsables du syndicat Ouatan, c'est un journaliste, il m'a dit ce qui nous écoeure, c'est qu'ils ne veulent même pas dialoguer avec nous. Je parle des dirigeants. Conseil d'administration. Hein? Oui. Moi, je vais le dire. Non, Une grève de jour qui a commencé hier. Quelqu'un qui prend l'émission en cours, c'est la responsabilité. Il y a eu deux communiqués. Alors, les syndicats, donc, quand on dit syndicat, c'est un syndicat UGTA, donc il y a des journalistes dedans, il y a tous les corps de métier du journal à l'intérieur. Ils attendaient un plan, une sortie de crise. On est prêt, s'ils décident de fermer le journal, c'est-à-dire de le dissoudre définitivement, qui nous donne le droit, il n'y a pas comme l'Ouatan, liberté. Il a tout réglé. Pourquoi on n'a jamais entendu parler des journalistes de liberté qui se rebellent parce qu'ils ont été très bien payés. Alors qu'il y a eu une grève à liberté l'année dernière. Non. Il y a eu une grève à liberté. Oui, peut-être mais ces derniers, les derniers qui ont eu parce qu'il y en a qui ont quitté bien juste avant, ils n'ont pas bénéficié, ça se comprend. Mais les derniers, ils ont eu des indemnités largement au-dessus de ce qu'ils espéraient. Il a fait les choses dans les normes, il n'y a rien à dire. C'est son droit malheureusement de fermer son journal, mais les journalistes et les personnels de l'Ouatan, c'est ce qu'ils réclament actuellement. Parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y aura pas de solution. Le capital à l'Ouatan pour une entreprise, quelqu'un homme d'affaires, ou là, je ne sais pas. Karim Kébir, vous n'avez pas travaillé à l'Ouatan. Vous avez fait toute votre carrière quasiment à Liberté, qui lui aussi a disparu. Donc il faut rappeler exactement que l'Ouatan est en grève hier et aujourd'hui à cause de difficultés financières. Il y a un communiqué des travailleurs qui disent qu'ils n'ont pas été payés pendant 5 mois. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même fin qu'a connue votre journal Liberté ? Oui, en tout cas, ce n'est pas exclu. Hassan vient de dire les difficultés que vit le journal Ouatan. Depuis quand même, et c'était attendu parce que comme toutes les entreprises étaient affectées par la pandémie. Donc indirectement, ça s'est répercuté sur les annonceurs qui ne peuvent pas assurer des trucs pour le journal Ouatan. Et malheureusement, il risque de disparaître. C'est une réalité, ce n'est pas exclu. Et ça sera triste parce que je vous dis, pour un pays comme l'Algérie, d'ailleurs même Hassan l'a souligné tout à l'heure, on ne peut pas objectivement construire un front interne ou
essayer de porter la voix, le regard de l'Algérie sur les questions internationales sans avoir un système médiatique crédible. Et de ce point de vue, force est de constater que les peu de journaux qui étaient crédibles sont en train de disparaître un derrière l'autre. Ce n'est pas avec la presse qui passe son temps à faire dans la propagande, qu'ils vont constituer un front interne ou défendre les intérêts de l'Algérie. Moi, je demande à voir, en tout cas, dans les pays qui se respectent, des journaux comme El Watan, on ne va pas les laisser mourir. Je suis désolé, on ne va pas les laisser mourir, ni Liberté d'ailleurs. Ce pas des journaux à laisser mourir. Il appartient à l'État d'intervenir et d'aider ces journaux à continuer à exister. Parce que c'est d'abord, c'est un patrimoine, ça fait partie de l'histoire. Ce sont des journaux qui se sont sacrifiés quand le pays avait besoin d'eux. Ils avaient lutté, même si par ailleurs, et notre ami Ahsan ne sera pas d'accord avec nous, il y a des positions dont on peut ne pas partager. Mais en tout cas, ce sont des journaux qui ont porté un projet de société, qui ont porté des valeurs, qui ont essayé, avec toutes leurs faiblesses, toutes leurs difficultés, avec ce qu'on peut leur reprocher. Mais c'est des journaux qu'on ne doit pas laisser mourir. Malheureusement, on a l'impression, quelque part, il y a une conspiration, je ne sais pas comment on appelait ça, pour ne laisser sur la scène médiatique que uniquement ceux qui portent la voix du pouvoir. Alors, Hassan, qui est derrière les problèmes d'El Watan? Est-ce que ce sont les actionnaires ou est-ce que ce sont en partie les autorités? Je pense qu'il y a une... Je vais évoquer la part des actionnaires et la part des autorités, mais auparavant, je voulais faire une petite parabole sur pourquoi on en est là. À mon avis, on en est là parce que l'intelligence a progressivement disparu de la tête de l'État, de ce qui est de l'intelligence a disparu. Je me rappellerai toujours l'interview qui a malheureusement valu à général Hussein Ben Hadid chez lui d'être embarqué en prison par Ahmed Gaël Salah. Il avait dit s'il n'y avait pas eu l'AVC de Abdelaziz Bouteflika, son frère n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait et notamment il n'aurait pas affaibli et démis général Touffer. Parce qu'il y avait un équilibre. Et Saïd a rompu cet équilibre. Il a dit son frère était intelligent, et cette dégradation de l'intelligence de la gouvernance, bon, dans la manipulation, hein, c'est du tactique, c'est pas du stratégique, elle s'est accentuée avec la transition, Ahmed Gaël Salah, et avec Abdelmajid Tebboune aujourd'hui. Parce qu'aucun État... Attendez, il ne faut jamais oublier que quand l'ONU va venir en septembre, quand l'ONU venait pour les disparitions forcées, pour les massacres, qu'est-ce qu'on leur opposait? Le panel, on leur montrait les caricatures de Dilem, El Watan, El Khabar, Liberté. C'était la vitrine de la vérité du régime pendant de très longues années. Absolument. Quand tu acceptes de te séparer de ça, bon, ça veut dire que tu n'as pas réfléchi. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de projet. Bon, après, on ne va pas te demander de les sauver directement avec ton argent, mais laisse-les vivre. Dans le cas de Watan, Hamid Green a engagé une action directe pour bloquer et casser le Watan al-Khabar. Alaniyan, il l'a dit. Et il a dit d'ailleurs qu'il fermerait Radio M avant de partir. Et donc, il y a eu une démarche délibérée des pouvoirs publics, ça c'est la part, pour répondre à ta question Khaled, de leur responsabilité de casser ces médias, et ça s'est poursuivi. La tour, dans le modèle économique de Watan, s'ils louent 5 étages de la tour qu'ils détiennent, ils s'en sortent. Après, la part des actionnaires, pour revenir quand même à la part des actionnaires, à mon avis, ils ont beaucoup réinvesti dans un premier temps, l'imprimerie, les bureaux qu'ils ont achetés, etc. Donc ils étaient dans une dynamique d'accumulation, de construire leur modèle d'affaires. Ensuite, il y a un moment, je ne sais pas à quel moment il s'est situé ce moment, dans l'histoire du développement, où ils ont beaucoup moins investi. Notamment, ils ont raté le virage numérique. Ouais. Ils ont raté le virage de la diversification. Ouais. Et malheureusement, mon ami Omar Belouchet, que j'ai essayé de sensibiliser plusieurs fois en 2012, 2013, 2014, quand nous, on démarrait notre aventure extrêmement chaotique d'ailleurs du numérique, parce qu'elle n'a jamais réussi à décoller en Algérie, eux avaient une rédaction. Ils ont toujours une grande rédaction.
qui leur permettait d'être les numéros 1 sur le digital. Absolument. Et donc aussi de monétiser à un moment donné une partie de leur production. Et le staff a considéré que le digital allait vampiriser les ventes du papier, alors que tout le monde ailleurs dans le monde a réussi à faire un modèle où on met certains papiers. Tout ce qui est couverture, le jour au jour, l'information, ça passe directement sur le web. Et tout ce qui est valeur ajoutée, enquête, profondeur, magazine, Tu le vends. tu le vends sur le papier. Tout le monde a réussi à faire cela. Ça te rapporte. Malheureusement, ça a été raté. Donc, pour répondre aussi à la première question qui ne m'a pas été posée, j'espère que le journal va être sauvé parce qu'il a encore un fonds patrimonial qui lui permet d'être sauvé. Il faut juste que l'État lève la main sur l'Ouatan. Voilà. Et que les actionnaires le veulent. Et de ce point de vue-là, ils ont une responsabilité essentielle. Les actionnaires, nous, on est en difficulté. Nos actionnaires n'ont pas remis d'argent depuis 3 ans, 4 ans dans l'entreprise. Mais on sait pourquoi. Parce qu'on a subi beaucoup de pression. Et parce qu'on a mis en prison Nabil Mellah, qui est le 3e actionnaire de l'éditeur de Radio M. Je ne peux pas leur en vouloir. Je continue toujours de dire, je les remercie pour l'effort qu'ils ont fait de nous accompagner. Enfin, nous, les journalistes de la partie professionnelle, on détient quand même 40% du capital. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Dans le cas de l'Ouatan, non. Dans le cas de l'Ouatan, les actionnaires ont une responsabilité. Ils devraient remettre au pot, se débrouiller et remettre au pot en vendant ou en louant. Mais l'État doit lever la main sur l'Ouatan. Un autre sujet, avant de terminer cette émission, on a encore le temps, c'est évidemment cette information, cette nouvelle, on peut le dire, Hassan, que des millions d'Algériens attendaient. C'est l'ouverture de la frontière terrestre avec la Tunisie, d'un commun accord entre les deux présidents, Kais Saïed et Abdelmajid Tebboune. Selon vous, pourquoi maintenant? Pourquoi attendre le 15 juillet? Est-ce qu'il y a eu un deal entre les deux présidents, entre les deux pays, après un coup de froid, vous l'avez rappelé, le coup de froid de Rome? A priori, comme ça, je peux te dire que voilà, on a consenti à ouvrir cette frontière. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il est resté fermé. Moi, je suis pas pour à ce qu'on ferme la frontière avec les Tunisiens. Moi, il faut qu'il y ait une libre circulation. Mais j'observe que Kais Saïed, il est venu, 4h, 5h, il a pris la décision. Parce qu'il y avait entre la Tunisie et l'Algérie ces derniers temps, ça n'allait pas très bien. On en a parlé à l'Institut Souga ici, quand la Tunisie a envoyé un émissaire à la réunion de l'OTAN, des amis de l'OTAN en Allemagne avec les Américains. Les Algériens n'ont pas aimé ça. Comment vous faites ça sans nous avertir alors que nous sommes avec les Russes et tout ça? Ils n'ont pas aimé. Donc après, il y a un ministre tunisien qui a dit que nous sommes souverains, on fait ce qu'on veut, nous les Tunisiens. Et après tout la ça. déclaration. Donc il y a eu un froid quand même. Il y a eu un froid. Ensuite, il y a eu un tête-à-tête entre la Mamra et le MAE tunisien à Maputo, je crois. Donc, ça s'est matérialisé par une invitation de Kais Saïed pour sceller un peu les retrouvailles. 2 heures, lui, il a gagné au change, bien sûr, 1 million d'Algériens qui vont partir. Mais moi, autant je suis content pour nos amis tunisiens qui vont pouvoir souffler un petit peu, mais je suis quand même triste pour mon pays. Parce que nous n'avons pas vocation à exporter des touristes. Nous avons vocation, normalement, à ramener des touristes. Il n'y a aucun Tunisien qui vient passer ses vacances en Algérie. Mais il va y avoir malheureusement 1 million d'Algériens qui vont partir en Tunisie parce qu'à Bougie, c'est hyper cher. Donc, ils préfèrent aller à Hamamat, à Mostaganem, à Aïn Timouchet, parce que pour titiller mon ami Kérim. Voilà, on n'offre rien du tout, donc on exporte. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que nos responsables, ils sont... ça fait très mal, franchement. Ça me rappelle une déclaration d'Amar Ghoul quand il était ministre du Tourisme en 2014-2015. Nous allons envahir la Tunisie, il avait dit, je me souviens. Et tout le monde a dit, c'est Narzou, Nahar, Chourouk, c'est Narzou. J'ai failli pleurer, je me dis, mais ce ministre, il est débile. Il dit ça, on va envahir. Avec quoi? On va vous ramener des millions de dollars, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour sauver, parce qu'il y a eu un attentat dans une plage tunisienne, vous vous souvenez? Nous allons envahir, tu vois. Ouais. Mais laissons-nous envahir par les Tunisiens, par les Marocains, venez chez nous. Depuis l'Algérie, c'est un très beau pays. On ne fait rien. Voilà, c'est le drame. Le drame, c'est que nous les spectateurs préfèrent les Slovènes, les athlètes, je parle du féminin. Si on pouvait se faire envahir. Non, mais attends, parce que malheureusement, on n'a pas développé une mentalité de tourisme. C'est-à-dire l'Algérien, il accepte difficilement pour lui un étranger, Jay Zahm déjà. Si c'est une femme, ils vont lui faire la cour. Sinon, c'est une mentalité. Il faut qu'on admette définitivement il faut qu'on accepte les gens. Nous sommes arrogants, nous les Algériens.
Il faut qu'on se l'avoue, nous sommes arrogants, on se prend pour les meilleurs du monde et tout ça. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Soyons des gens simples et tout ça. Apprenons de nos amis tunisiens déjà. Ils nous dépassent de très loin. Apprenons des Marocains, des Italiens, de tout le monde. Voilà. Karim, cette décision d'ouvrir les frontières terrestres, d'après Hassan, ce n'est pas une bonne chose, ça le rend triste. Non. Mais est-ce que... Par rapport à mon pays, Oui, il y a si, deux. c'est- il a dit. Non, je suis content pour les Tunisiens. on a retenu ça. La frontière on a doit retenu être ça. ouverte, rester ouverte définitivement. Et passer avec la carte d'identité. C'est-à-dire, même à la limite, si j'aurais aimé, même avec le Maroc, si le contentieux est réglé, Madabia, je suis quelqu'un, Madabia, il y aura le Maroc, il y aura mon week-end à Casablanca, il y aura Tunis, ce sont nos voisins, nous sommes un seul peuple, et ben voilà, exemple. Moi, je crois que c'est le fruit d'un, j'allais dire, d'un deal. Parce que il faut dire que ces dernières années, le régime algérien était très proche de l'Arnouchi. On a vu combien de fois le leader de Nahda, il venait souvent en Algérie, il a été souvent consulté. Donc c'était l'interlocuteur privilégié, en tout cas des autorités algériennes. Depuis un moment, avec Kais Saïd, c'était plutôt quand même un peu de froid. On a vu, je l'ai dit tout à l'heure, quand Tebboune s'est exprimé depuis l'Italie, donc ça s'est mal passé en Tunisie, ça a provoqué une polémique. On a vu qu'il y avait un retard pour l'Algérie, par exemple, pour renouveler les livraisons de gaz. Il y avait des trucs dont la presse n'en a pas beaucoup, qu'elle n'a pas évoqué. Donc, je pense que dans le contexte de tension avec le voisin de l'Ouest, notamment avec le Maroc, l'Algérie ne peut pas se permettre le luxe aussi d'avoir des soucis avec la Tunisie, qui est l'allié le plus, disons, le plus sûr, en tout cas pour les Algériens. Donc, dans le contexte de la crise économique aussi tunisienne, donc l'Algérie pouvait, logiquement, elle doit aider la Tunisie d'une certaine façon, et la meilleure façon de l'aider, ça reste toujours le volet touristique où ils permettent aux Algériens d'aller dépenser leur argent chez nos voisins tunisiens. Si tu permets, deux mots, enfin, pas un mot. Kais Saïd, le fait de venir en Algérie, il a un peu aussi sauvé la face, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'invités finalement. Attention, quand on parle de succès diplomatique, c'est un peu relatif. Il y a eu 5 chefs d'État, 4, 5. Chef d'État, c'est quoi un chef d'État? Il y a présidente éthiopienne, président tunisien, palestinien, nigérien. Palestinien, c'est l'autorité palestinienne. Bah, tu vois, Nigérien, Niger. Niger. 4 c'est chefs d'État. le Niger, c'est le pays le plus pauvre du monde. Arrête quand même, c'est pas des. Oui, le président nigérien. Ah bon? Oui, oui. Niger, pas du Nigeria. Niger. Niger, c'est un pays, avec tout le respect qu'on doit au Niger, mais c'est un pays très pauvre et tout. Il ne compte pas dans la géopolitique immédiate. Donc, Kais Saïd, c'est le seul. Bon, oui, c'est vrai que la poignée de main entre Mahmoud Abbas et tout ça est à saluer. C'est une bonne chose. Après, même si moi, je ne me fais pas d'illusions, je sais que les Palestiniens, il n'y aura jamais de réconciliation interpalestinienne. D'accord? Mais c'est bien pour la photo de famille. Les Algériens, tu vois. Mais c'est tout. Donc, Kais Saïd, la venue de Kais Saïd par rapport au Maroc, elle était vraiment très, très désirée. Donc on a constaté, on vous ouvre les frontières à Rouen. Hassan, est-ce que Kais Saïd a obtenu quelque chose À mon avis, la seule chose qu'il a négociée, en c'est échange. l'ouverture de la frontière, Oui, c'est mais- tout. Il n'y a mais pas autre chose. Qu'est-ce qu'il aurait pu garantir en échange de cette ouverture des frontières à son Sa homologue venue, algérien? il n'était pas obligé de C'est venir. tout. Bah Juste oui, une précision. il n'était pas obligé. Pourquoi il viendrait? Il n'est pas quelqu'un qui lui maintient sa frontière fermée et qui déclare à partir de Rome qu'il va aider la Tunisie à retrouver le chemin de la démocratie parce qu'elle s'est égarée, ce qui est vrai. C'est égal. Voilà. Donc, voilà, c'est quand c'était Boone qui le dit, on a l'impression d'être dans un épisode des Simpsons. Mais sinon, pour moi, c'est un non-événement parce que la frontière n'aurait jamais dû rester fermée aussi longtemps. on est d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve à la mi-juillet, un 13 juillet, à parler de l'ouverture de la frontière de la Tunisie Et ça devient un dans un monde qui a repris son activité, qui, si on cherche dans le monde, il ne me semble pas qu'il y ait encore C'est un des Macron, frontières terrestres fermées dans le post-Covid. à cause du Covid. À cause à la partie de... Il n'y en a pas. Donc c'est typiquement algérien, et c'est incohérent. C'est vrai que Karim a bien fait de rappeler qu'il y avait des accointances avec le processus démocratique en Tunisie, stabilisation, etc. Il y avait une forme d'accoint. Il n'y avait pas une alliance forte, mais c'était quelque chose qui était adoubé et pacifié.
normalement, le cours qu'a suivi depuis juillet 2021, donc est le coup d'État de juillet 2021 contre le Parlement et la Constitution de Kais Saïed, à mon avis, c'est quelque chose qui convient au régime autoritaire algérien, parce que lui-même est dans. Donc il a intérêt à le soutenir. Donc il y avait une incohérence. En principe, ça permet. Déjà, nous, on s'est toujours inspiré de ce qui s'est passé en Tunisie. On l'évoquait en exemple, etc. Donc cet exemple-là, Kais Saïed était en train de le raboter. Et le régime d'Alger avait tout intérêt à consolider ce cours autoritaire. Donc on n'a rien compris quand il annonce de Madrid, de Rome, ce qu'il a annoncé. Bon, on a cru comprendre qu'il voulait faire pression de manière opportuniste, parce que ce n'est pas des principes, de manière opportuniste. Voilà. Sur des dossiers de normalisation avec Israël, j'y crois pas beaucoup, mais il voulait peut-être, Alger voulait aligner la Tunisie diplomatiquement plus sur des positions algériennes. Voilà, sur des positions algériennes, dans les dossiers régionaux, locaux et dans les dossiers internationaux. Voilà, c'est le grand frère qui va t'imposer quand même les lignes de conduite. Ça ne s'est pas passé, je pense qu'il a échoué de ce point de vue-là. Et donc, il en est arrivé à négocier la présence du président tunisien en Algérie. Cela dit, bon, quand je l'ai vu à la télévision, j'ai dit, il n'est quand même pas venu sans avoir ouvert la frontière. C'est pas possible, il va se faire lyncher en Tunisie. C'est pas possible. Et moi, ça me paraissait complètement insensé. Et en fait, il avait négocié ça auparavant. Voilà. L'émir du Qatar était venu quelques jours avant pour l'ouverture donc, des Jeux méditerranéens. À Oran, on termine avec les Jeux méditerranéens. Vous y étiez du début à la fin. Si vous deviez donner une note sur 10 sur ces Jeux, quelle note vous donneriez? 18 sur 20 à la population, qui une fois de plus... Qui n'a pas de prix. Hein. Qui une fois de plus s'est montré... En fait, on a revu le Hirak et le civisme du Hirak, le mélange, etc., qu'on avait perdu dans l'espace public. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Il y a 40 000 personnes pour le Stade Zabana, pour Algérie-France en U18. Hein, vous vous rendez compte, il y avait des débordements et la police a frappé. Mais en règle générale, les familles se sont déplacées massivement sur tous les sites. Et ils se sont conduits de manière extrêmement civique. C'est-à-dire que pour la première fois, on utilisait le passage avec le code QR dans un stade. En gros, les gens se sont prêtés à cela. Ils ont acheté en ligne, etc. Et ils ont supporté, bon, ils ont sifflé l'hymne français, on sait pourquoi, nous on n'est pas Kamal Daoud, mais globalement, la société s'est montrée en avance par rapport à l'État, une fois de plus. Après, une prouesse d'avoir pu réussir ces Jeux, parce qu'on était très très en retard. Il y a le groupe Hasnaoui qui a mis à niveau les équipements à temps, et il y a Aziz Delouaz qui a fait aussi une prouesse en se mettant un peu à dos toute l'administration, le Premier ministre, le Wali. Enfin, il est supposé avoir travaillé main dans la main avec le Wali. Mais non, je pense je ne lui souhaite pas d'accepter ce poste parce qu'il devrait plutôt aller dans l'international. On a besoin de lobbying algérien dans les grandes ONG et dans les grandes instances du sport international. C'est plutôt vers ça qu'il faut lui souhaiter de faire carrière. Et donc vraiment, c'est un vrai miracle qui nous réconcilie avec nous-mêmes et qui, voilà, parce qu'on était exposé à l'international. Donc il y a eu cet effort-là. On était exposé et donc on était évalué, etc. Mais dès qu'on revient entre nous, on redevient très très médiocre. J'ai remarqué, moi j'ai fait une petite recherche sur les médias internationaux, on n'en parle pas. On parle rarement des Jeux méditerranéens. Ça a été décoté, ça s'est décoté. Et on a fait la veille presse, bon, pour suivre un peu ce qui se passait. Ça a été énormément décoté ces dernières années. Pas les pays du Nord. Pas les pays du Nord. Mais même les Tarragone, quand on organise des Jeux à Tarragone et pas à Barcelone ou à... On n'entend pas beaucoup. Voilà. Avant c'était Almeria, c'est déjà plus important. Ou Malaga, qui est une plus grande ville. La prochaine, c'est Merci. Il faut chercher sur la Mémus. C'est pas Merci, c'est en Italie, c'est Merci. En Italie, celle qui va. Non, ça s'est fait déjà, ça. C'est la prochaine. C'est aussi. Atalante, c'est le talent de l'Italie. Quand tu cherches sur la carte. Une petite ville. Voilà, c'est. Donc ils vont botter en touche, ils vont talonner en touche. Il n'y a que les pays du Sud qui donnent une importance importante aux Jeux méditerranéens. Ils investissent politiquement. Donc c'est dans les capitales ou dans les grandes villes. Plus, on l'a beaucoup vu pendant ces Jeux méditerranéens, la puissance montante qui est ni du Nord, ni du Sud, la Turquie, avec Tosyali en vaisseau amiral. On a beaucoup vu Tosyali à Oran et très peu vu les entreprises privées algériennes. Merci. C'est un Turc.
Merci Hassan Mouali, merci Karim Kebir, merci Hassan Qadi, merci à vous pour votre fidélité. Comme à chaque fin de CPP, une pensée pour tous les détenus d'opinion sans exception et une pensée aussi pour les confrères journalistes en prison, Hassan Bourras, mais aussi Melzouk Touati et les 2 journalistes marocains toujours en détention, Omar Radi et Slimane Raissouni. Merci à vous et à mercredi prochain. Bien s'entendre et pour bien s'écouter. Rendez-vous sur